Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Etc., votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'actualité et les sujets de fond du monde notarial. Et ce mois-ci, un sujet devenu central dans les projets de vente ou de location. Il s'agit bien sûr de la performance énergétique des logements, refonte du DPE, création de l'audit énergétique et puis plein de nouveaux textes à la chaîne. Le cadre réglementaire a connu en tout cas ces dernières années une profonde mutation. Dans ce contexte mouvant, il est donc plus que jamais essentiel de disposer de repères clairs et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Quelles obligations pour vos clients, quels risques en cas de manquement, quels réflexes à adopter dès l'avant-contrat, DPE et audit énergétique, c'est le thème de ce 3e numéro d'Etc. Et les décodeurs du jour s'appellent Denis et Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Vous êtes l'un et l'autre juristes consultants du pôle immobilier au Cridon Ouest. Vous allez bien ? Ça va. Vous êtes en pleine forme ? Ça va. Oui, ça va. Denis d'abord, première question très simple, définition du DPE et de l'audit énergétique. Alors, ces deux documents, ils s'incorporent dans une évolution législative qui a pour objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de viser une neutralité carbone d'ici 2050. On a pour objectif également de supprimer tous les biens qui sont classés en F et G par le DPE et c'est dans ce cadre-là qu'ils s'incorporent. On va avoir donc dans un premier temps le DPE qui fait un peu un état des lieux du bâtiment, qui va le Ça classer... évolue la performance énergétique du bien en fait. Tout à fait, exactement. Il va le classer entre A et G pour savoir, sachant que F et G sont des passoires énergétiques, et donc ils vont les incorporer dans ce classement pour savoir quelle est sa performance énergétique. Et l'audit, il arrive comment dans ce cadre-là ? Alors, il va compléter le DPE parce qu'il va permettre de faire un état des lieux des travaux à réaliser pour améliorer cette performance énergétique, sortir potentiellement du caractère de passoire énergétique. Il va proposer des pistes de travaux par des scénarios. Il va démontrer les aides qui peuvent être accordées et il va également... il liste aussi les manques aussi. Voilà, exactement, et faire un état des lieux des différentes pathologies dont souffre l'immeuble. Et qui rédige ces documents ? Alors, il va y avoir une distinction. Pour le DPE, on va faire une distinction par rapport à la certification. La première, c'est une certification sans mention, c'est-à-dire pour les DPE individuels qui va permettre de faire des DPE pour les logements, on va dire, classiques, type maison ou lot ou logement appartement dans un immeuble. Donc là, c'est un diagnostic de performance énergétique, mais individuel dans Exactement, ce cas-là. tout à fait. Et d'un autre côté, on va avoir un DPE dit avec mention, c'est-à-dire un DPE tout bâtiment qui permet de faire des bâtiments d'habitation collective et également des DPE par logement dans ces bâtiments d'habitation collective. Pour l'audit énergétique, c'est pas toujours le même professionnel. Tout à fait, exactement. On va encore être sur cette idée de bâtiment. Lorsqu'on sera sur un bâtiment d'habitation collective, seuls seront habilités à le faire les bureaux d'études qualifiés audit énergétique des bâtiments d'habitation collective et sociétés architectes et architectes inscrits à l'ordre. Et pour les DPE plus classiques de type maison, les audits de type maison, dans ce cas-là, on va aller plutôt sur des diagnostiqueurs certifiés qui ont suivi une formation pour faire les audits énergétiques, en plus des professionnels qu'on vient de citer. Alors, quand est-ce qu'il est nécessaire de faire établir le DPE et l'audit ? C'est quand on vend, quand on loue ? C'est uniquement dans ces cas-là ? Ouais, Nicolas ? Plutôt pour Nicolas ? Nicolas, c'est vous le spécialiste. Le DPE, on va le faire en cas de vente ou de mise en location d'un bien. L'audit, il a un champ d'application qui est un petit peu plus réduit. On va dire globalement, l'audit, on va le faire quand on vend un bien qui est à usage d'habitation, globalement en monopropriété, et qui a un mauvais classement en termes de DPE, qu'il soit F, G, E, F, G, pardon. Et donc, c'est le mauvais classement, effectivement, du DPE qui va engendrer, entre guillemets, la production de l'audit. Sachant qu'il y a des exceptions. Quand on part du DPE, il faut savoir qu'il y a des exceptions à la production du DPE. On les retrouve dans l'article R56-15 du CCH. Bon, il y a par exemple le cas du bâtiment. L'exemple le plus connu, c'est le petit bâtiment, le bâtiment indépendant, dont la surface est inférieure à surface plancher est inférieure à 50 mètres carrés au sens de l'article R121-12, si je ne me trompe pas, du code de l'urbanisme. Voilà. Il y a aussi par exemple le cas de la maison qui n'est pas chauffée, pour être plus précis. Qui n'a pas de dispositif fixe de chauffage hormis une cheminée à foyer ouvert et qui n'est pas refroidi, enfin qui ne dispose pas de dispositif de refroidissement. Et là, une fois encore, on n'a pas, pour ce type de bien, on n'a pas d'obligation de faire le DPE.
Sur les immeubles qui sont classés en catégorie E, l'audit énergétique, c'est depuis le 1er janvier de cette année. Tout ce qui est, tous les avant-contrats qui ont été conclus avant la date, ça se passe comment? Alors, pour les avant-contrats qui ont été conclus avant, donc jusqu'à 2024, il y a une petite, le législateur a introduit une petite finesse. Il aime bien les finesses. Il aime beaucoup. Oui, il aime beaucoup. Entre la promesse unilatérale de vente, c'est ça? Voilà, parfaitement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo qui a été fondé sur dans le texte sur l'article 1589 du Code civil. Et schématiquement, on peut dire que tout ce qui est compromis de vente signé avant, donc le 1er janvier 2025, avec une réitération en 2025, pour le coup, n'est pas concerné par l'audit. Par contre, d'autres avant-contrats qui ne sont pas visés par l'article 1589, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 1589 du Code civil, donneront lieu forcément, pour un acte authentique qui est signé en 2025, à l'établissement d'un audit. Alors effectivement, comme vous dites, ça va être la promesse unilatérale de vente, ça peut être une promesse d'achat. S'il y a un audit énergétique, par exemple, qui est transmis tardivement, est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau délai de rétractation ou pas? Ça dépend. Oui, exactement, ça dépend. C'est vrai que, comme le disait Denis, l'audit, c'est un document qui vient à la suite du DPE. C'est un document qui est plus complet, mais on a quand même, fondamentalement, au moment de la signature de l'avant-contrat, on va voir le DPE. Alors, la repurge dans le notariat, c'est de se dire, on va rouvrir une porte de sortie en quelque sorte à l'acheteur quand on est en présence d'une modification des conditions essentielles de la vente. Et on peut se dire qu'à partir du moment où on a déjà un DPE, on peut se poser ces questions légitimes de se dire, est-ce qu'il faut repurger une loi SRU, alors que l'audit va donner des renseignements. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y aura vraiment, effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait de Lui, nouveautés. Il propose des améliorations, mais il n'y a pas de nouvelles informations. Sauf s'il y a des pathologies plus importantes qui sont signalées ou pas? Oui, alors ça c'est vrai. C'est-à-dire que le diagnostiqueur, quand il va faire son audit, il doit également relever les pathologies du bâtiment qu'il constate. Alors, effectivement, on peut avoir des situations, où il n'y aura pas de pathologie, donc la question est réglée. Maintenant, là, on peut ouvrir un nouveau délai dans ces cas-là. Alors, s'il n'y a rien, non. Par contre, s'il y a une pathologie, oui. Ouais. Et encore, il faut un peu nuancer. C'est-à-dire qu'on va avoir des pathologies qui peuvent éventuellement être révélées par d'autres documents. Par exemple, si on achète une maison avec, par exemple, des volets extérieurs dont à la lecture, quand on prend connaissance de l'audit, on voit qu'effectivement, il y a par exemple de la pourriture, une pourriture liée à un champignon sur le volet. Il y aura peut-être nécessité de repurger, sauf si, par exemple, avec un peu de chance, on a déjà eu un état parasitaire dans la liasse de documents, ou par exemple un état relatif à la présence de termites qui a révélé cette pathologie. Auquel cas, il n'y a rien de neuf quand on lit l'audit, il ne faut pas repurger. Donc à chaque fois, c'est une question. La repurge de la SRU, c'est toujours une question un petit peu délicate. Question simple, réponse simple. Est-ce qu'on peut se dispenser de transmettre le DPE et l'audit énergétique? Alors, la réponse, elle est non. La réponse est non. Donc, il n'y a pas de dispense possible? Non, il n'y a pas de dispense possible, parce qu'on a un texte sur d'ordre public. Donc, ce n'est pas les parties qui vont décider à leur guise de dire, tiens, on ne le fait pas. Non, c'est d'ordre public, c'est le législateur qui l'a voulu, c'est comme ça. Denis, c'est quoi les risques de ne pas le transmettre? Alors, les risques pour le DPE, tout simplement, ça va être manquement à l'obligation d'information précontractuelle, qui peut également constituer un dol, parce qu'on peut très bien dire qu'on a voulu cacher volontairement une information sur la performance du bien. On peut également, lorsqu'on est vendeur et qu'on a un contrat avec le diagnostiqueur, engager sa responsabilité si le diagnostic est erroné. Mais depuis 2021, on dit que le diagnostic, le DPE, est opposable au vendeur, c'est-à-dire que l'acquéreur peut reprocher au vendeur de ne pas avoir un bien aussi performant énergétiquement que ce qu'il vendait. Ça, c'est pour le DPE. Tout à fait. Pour l'audit énergétique, on va aller sur un terrain similaire. Les textes n'ont pas prévu de sanctions, donc on applique le droit commun des contrats. On peut également donc engager la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et éventuellement dol, même si ce sera plus délicat de prouver qu'il y a eu dol ici. Et également pour l'audit énergétique, on va considérer qu'il s'agit d'un accessoire à la vente, et si on ne transmet pas cet accessoire à la vente, dans ce cas-là, l'acquéreur pourra solliciter une ou plusieurs des sanctions qui sont énumérées à l'article 1217 du Code civil. Est-ce que je peux réutiliser le DPE ou l'audit énergétique qui est fait par mon vendeur? Alors, les textes relatifs au diagnostic n'évoquent pas cette situation-là et ne l'interdisent pas. Donc, on pourrait estimer effectivement qu'on pourrait réutiliser
un diagnostic qui a été fait par son propre vendeur. Donc ça, pas d'opposition là-dessus. Pas d'opposition, mais il y a quand même quelques risques sur ce point-là, parce que si on a fait des travaux énergétiques sur le bien depuis, ça veut dire que le DPE n'est plus valable et donc il faut en refaire un. Idem pour l'audit énergétique si on est toujours concerné par ça. Et surtout, la difficulté, c'est que si le diagnostic est erroné, eh bien, on ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur puisqu'on n'a pas de lien contractuel avec lui. Est-ce que l'audit énergétique doit être communiqué lorsque l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété ? Alors, la mise en copropriété de l'immeuble pose difficulté, notamment dans ce cadre-là. Si on suit l'article 1-1 de la loi de 1965, la copropriété ne naît qu'au moment du premier transfert de propriété, donc la signature du premier acte de vente. Combiné avec l'article L126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation, on devrait considérer qu'il faut effectivement communiquer un audit énergétique au moment de la première vente d'un lot d'un immeuble mis en copropriété. Et le DPE collectif, c'est particulier ça ? C'est quoi la particularité de ce DPE collectif ? Alors la particularité du DPE collectif, c'est quelque chose... Il remplace l'audit de copropriété ? Exactement, il remplace l'audit de copropriété. C'est une nouveauté de la réforme de 2021. Il va faire un état des lieux de l'immeuble et donc on va pouvoir avoir des idées de travaux à l'échelle de l'immeuble lorsque ce sont des immeubles d'habitation collective. Ça, c'est une obligation. Hein. Donc, c'est pour tous permis de construire avant quelle date ? Avant 2013, avant le 1er 2013. janvier 2013, tout à fait. D'accord. Et quand on est dans le cas d'une copropriété ? Alors, dans le cas d'une copropriété, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette obligation de faire un DPE collectif s'applique pour tous les immeubles d'habitation collective en monopropriété. Et ce qui concerne les copropriétés, aujourd'hui, ce n'est obligatoire que pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux. Et à partir du 1er janvier 2026, pour les copropriétés, toutes les copropriétés sont concernées par ce DPE collectif. Est-ce que le DPE, il est lié à la décence du logement loué et qu'est-ce que ça implique ? Alors, la loi de 89 impose au bailleur de transmettre un bien, de louer un bien décent, et la performance énergétique fait partie de ces critères de décence. Et à quoi s'expose le bailleur là s'il y a un souci ? Alors, pour l'instant, donc seuls sont considérés comme étant indécents les biens considérés en G. On va voir une évolution petit à petit. Et si le bailleur met en location un bien qui est considéré comme étant indécent, contrairement à ce qu'on dit généralement, ce n'est pas une interdiction de louer, mais le bailleur peut faire face à différentes sanctions qui peuvent être importantes. Ça va jusqu'où ? Alors, ça peut aller, pour commencer, sur le gel des loyers, mais ça peut également aller jusqu'à l'obligation de réaliser des travaux pour que le bien soit à nouveau considéré comme étant performant énergétiquement. Ça peut également aller jusqu'à une baisse du loyer ou alors... une indemnisation même du locataire ? Exactement, une indemnisation du locataire, tout à fait, contre le préjudice subi. Il y a même des sanctions pénales qui sont prévues. Merci beaucoup à tous les deux. C'était précis, complet. Mathilde, Franck et Aurélie vont nous rejoindre dans un instant pour la suite. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Mathilde, bonjour, vous êtes juriste consultant au pôle famille du Cridon Ouest. Franck, juriste consultant pôle affaires du Cridon Ouest. Et puis Aurélie, gestionnaire formation chez Coform. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. On va commencer par la rubrique famille. C'est donc vous, Mathilde, qui allez nous éclairer. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les diagnostics qui sont obligatoires pour la vente ou la mise en location d'un bien. Mais en pratique, pour mettre en location un bien ou pour le vendre, il faut être propriétaire. Mais dans certains cas, le vendeur ou le bailleur ont pu recevoir le bien par testament lors d'une succession. Donc, première question, quand un légataire peut-il librement disposer de son bien, Mathilde ? Eh bien, ce qui se cache derrière cette question, c'est la notion de saisine. La saisine, c'est une notion qui est assez difficile à définir, mais pour faire simple, c'est la faculté donnée au légataire d'exercer son droit sur le bien dans toute sa plénitude. Et donc, il est impératif que le légataire ait cette saisine pour mettre en location son bien ou pour le vendre. Et donc, parfois, il est nécessaire de réaliser des formalités pour l'obtenir. C'est la distinction propriété-possession, hein, c'est ça en fait ? Oui, alors non, c'est surtout que la saisine, ça se distingue complètement de la notion de propriété et de possession. C'est vraiment plus une faculté,
on donne le permis au légataire d'utiliser le bien, d'en disposer comme il le souhaite. Le légataire, il doit forcément réaliser des formalités pour obtenir la saisine? Alors non, pas forcément. Il est des cas où cela n'est pas nécessaire. Par exemple, si un légataire bénéficie d'un legs particulier, mais qu'il n'a pas, et qu'il a la qualité d'héritier ab intestat, dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'avoir la saisine puisqu'il l'a déjà de par sa qualité d'héritier du sang. C'est quoi les formalités pour obtenir la saisine alors? Alors, il y en a différentes et ça va dépendre de la forme du legs, de la qualification du legs, de la qualité du légataire. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Donc, par exemple, pour la délivrance, il faut impérativement être... Ça, c'est pour un légataire à titre universel. Voilà, c'est ça. Donc, quand on est légataire à titre universel et qu'on n'a pas la qualité d'héritier du sang, il faut demander la délivrance de son legs. Et en présence d'un legs universel? En présence d'un legs universel, lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire, lorsque le légataire n'est pas non plus héritier du sang et qu'il a été institué par testament holographe, il faut réaliser les formalités prévues à l'article 1007 du Code civil. Et là, il y a deux types de formalismes qui n'ont pas la même finalité. Voilà, c'est ça. On a parlé de la délivrance, on a parlé des formalités de l'article 1007 du Code civil. Elles ont toutes pour objectif de donner la saisine au légataire, mais la délivrance donne réellement la saisine, alors que les formalités de l'article 1007, elles sont juste là pour contrôler le titre dont se prévaut le légataire. Il y a un risque à ne pas réaliser ces formalités, pardon? Oui, alors déjà, le premier risque, c'est de ne pas pouvoir exercer tous ses droits sur le bien. Par exemple, on ne pourrait pas vendre le bien si on n'a pas la saisine. Et puis, il y a une autre question, c'est aussi, si on le fait trop tard, il y a aussi des difficultés. Il y a un délai de prescription. Voilà, il y a un délai de prescription, c'est la Cour de cassation qui est venue nous le dire, il est de 5 ans. Et si le légataire, par exemple, dans le cas de la délivrance, ne demande pas la délivrance de son legs dans ces 5 ans, il est déchu de ses droits. Concrètement, il ne pourra pas bénéficier de son legs. Alors, pour ne pas se tromper dans les différentes formalités, vous avez réalisé une œuvre d'art. C'est ça. C'est ça, un tableau. C'est ça. Un oui, tableau tout qu'on à va fait. découvrir maintenant. On a réalisé, on a pensé un tableau utile, pratique pour les notaires ou même pour tous ceux qui ont cette question à se poser. Il sera sur votre site. Voilà, bientôt, donc dans pas très longtemps. longtemps. C'est là, mais il sera sur le site. Voilà, tout à fait. Le temps de le lire, c'est un peu plus complexe. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Mathilde. C'est la rubrique Affaires maintenant. Avec Franck, on va parler location et vente à nouveau, parce qu'il convient d'être prudent lorsqu'on réalise une plus-value immobilière. La loi de finances 2025 a en effet changé la donne à ce sujet. Il y a un nouveau dispositif qui touche certains propriétaires de biens donnés en location et qui s'applique depuis cette année lors de la vente de leurs biens. Alors, il s'agit de quoi exactement, Franck? Alors, pour bien comprendre ce dispositif, il faut regarder ce qui se faisait jusqu'à maintenant, avant. À savoir que la plus-value était calculée en faisant la différence entre un prix de cession et un prix d'acquisition. Et dans les cas où les propriétaires bailleurs donnaient en location leurs biens, cette location n'avait pas d'incidence particulière. Désormais, pour certaines ventes de biens qui ont fait l'objet de certaines locations, on va devoir prendre en compte des amortissements qui ont pu être déduits des revenus. Ils sont réintégrés maintenant. Exactement, ils sont réintégrés dans le prix d'acquisition du bien. Donc c'est le prix d'acquisition qui est touché par cette mesure en fait. C'est exactement ça, le prix d'acquisition va être minoré des amortissements qui auront pu être déduits des revenus locatifs du propriétaire bailleur. Et ça s'applique depuis quand alors donc cette mesure? Alors cette mesure, elle va s'appliquer aux cessions de biens constatées depuis le 15 février 2025. Et ça concerne tous les bailleurs? Alors non, ça ne concerne pas tous les bailleurs. Ça va concerner les propriétaires qui ont fait de la location meublée, non professionnelle. Donc ça va exclure de facto les propriétaires qui n'ont fait que de la location nue, ou qui d'ailleurs n'auraient pas du tout donné en location leurs biens. Donc non, ça va concerner vraiment que les locations meublées non professionnelles. Donc le loueur en meublé non professionnel vendant son bien, il faut qu'il vérifie quoi en fait? Le montant des amortissements? Alors le notaire devrait en effet vérifier que son client, propriétaire bailleur, a donné en location meublée son bien de façon non professionnelle. Et si c'est le cas, il devrait en effet vérifier le montant des amortissements que son client aura déduit pendant la période de location meublée non professionnelle. On entend dire que les personnes qui ont réalisé de la location meublée sous le régime micro BIC ne seraient pas concernées, c'est vrai ou pas ça?
C'est vrai. Ouais. C'est vrai, les personnes qui déclaraient leurs revenus sous le régime micro-BIC, micro-bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas concernés. Ça ne va concerner que les revenus déclarés sous le régime réel. Et concrètement, quelle est la conséquence si le propriétaire du bien est concerné alors ? Comme on le disait au début, la plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Donc ça minore le prix. Ça minore le prix, donc ça augmente la plus-value imposable et par conséquent l'imposition correspondante. Et comment on fait pour calculer le montant à retenir? On demande quoi, les déclarations? Voilà, là, ce qu'on pourrait demander aux clients, c'est par exemple les déclarations 2031 et ces annexes qui vont comprendre normalement des tableaux de suivi des amortissements réalisés. Il y a même un formulaire en ligne, hein, je crois, en plus, depuis le mois de mars, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Le formulaire de déclaration de plus-value a été mis à jour pour prendre en compte ces nouveautés. Il y a toujours des exceptions dans les lois. Là, il y en a aussi? Il y en a aussi. Outre celles qu'on a vues, ça va être des exceptions tenant plutôt à la nature du bien. On peut en citer quelques-unes. Ouais. Cette nouvelle mesure, elle ne s'appliquera pas, par exemple, si le bien était dans une résidence universitaire ou si c'était un bien situé dans un établissement de santé, par exemple. Merci beaucoup, Franck, pour ces éclairages. C'est le moment maintenant de prendre notre cours d'histoire. En 2006, le DPE entre dans nos vies, discrètement. Un petit document à classer entre l'état des risques et la surface Carrez. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait ou défait une vente. G, F, E, 3 lettres qui font fuir les acquéreurs, bloquent des compromis, ouvrent des délais de rétractation. Le DPE n'est plus un papier. Et pourtant, vos clients pensent encore que c'est indicatif, que ça ne changera rien. Or, depuis 2025, les biens classés E doivent en plus passer l'audit énergétique. Un document costaud, scénario de travaux, estimation, pathologie. Bref, ce que l'acheteur découvre parfois un peu tard. Le hic, c'est quand l'audit arrive après l'avant-contrat. Là, une question se pose. Faut-il renotifier le droit de rétractation? Réponse, ça dépend. Si l'audit révèle un simple scénario de travaux, non. Mais s'il dévoile une pathologie du bâti, alors on n'est plus dans la formation. On touche au consentement de l'acheteur. Et là, c'est retour à la case départ. Et attention à l'audit oublié, ce n'est pas une option, pas de dispense, même si le vendeur fait la sourde oreille. Et réutiliser celui de l'ancien propriétaire? Mauvaise idée. Trop vieux? Plus aux normes? Diagnostic caduc égale clause de non-garantie inefficace. Le DPE, ce n'est plus un simple diagnostic, c'est un signal, une alerte. Et parfois, un déclencheur de responsabilité. Le DPE, c'est comme un pacte de préférence. Mieux vaut l'avoir bien relu avant d'avancer. Heureusement pour nous, Aurélie est toujours en veille de l'actualité juridique. On la retrouve dans un instant. On va évoquer les meublés de tourisme, Aurélie, parce que l'article 3 de la loi du 19 novembre 2024, c'est la loi Le Meur. Elle étend la réglementation relative à la performance énergétique et la décence du logement aux meublés de tourisme pour endiguer un phénomène d'éviction du logement locatif au profit de la location meublée touristique qui échappe en ce moment à ces règles. Vous nous en dites un peu plus alors? Oui. Ouais. Alors, depuis la publication de cette loi, il a été créé un nouvel article au Code du tourisme, l'article L324-2-2, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2034. Alors, cet article, il prévoit que les meublés de tourisme devront, à compter de cette date, respecter les niveaux de performance énergétique d'un logement décent. Alors, qu'est-ce qu'un logement décent en matière de performance énergétique? Alors, vous pouvez voir à l'écran un tableau qui retrace dans le temps la classification de niveau de performance énergétique requis pour un logement décent. Alors, rapidement, en France métropolitaine, à compter du 1er janvier 2025, un logement décent doit être classé entre A et F, pour rapidement, à partir du 1er janvier 2034, être classé entre A et D. Alors, en Outre-mer, c'est un petit peu différent. Eux, à partir de janvier 2031, ils devront être classés entre A et E. Et tous ces logements qui ne répondent pas aux critères, ils sont considérés comme non décents. D'accord. Ça donne de nouveaux pouvoirs au maire aussi, cette loi? Exactement. Ouais. Alors, en fait, le maire pourra demander à tout moment aux propriétaires de meublés de tourisme de fournir un DPE en état de validité et sous un délai de 2 mois.
Donc, faute de présentation dans ce délai, le propriétaire pourra se voir imposer une astreinte administrative de 100 € par jour. Et s'il se refuse à se mettre en conformité et ce que son logement présente les exigences énergétiques requises, dans ces cas-là, il pourrait être puni d'une amende d'un montant maximal de 5 000 € par logement. Ce qui n'est pas rien quand même. Et il est laissé un délai de 10 ans, hein, propriétaire de meublés de tourisme, c'est ça Alors, un peu moins maintenant, ouais. puisque ça sera à compter du 1er janvier 2034, donc on va dire un peu moins de 9 ans pour se mettre en conformité. Sur le DPE Alors, sur le DPE, alors là, la loi Le Meur a créé un nouvel article au Code de la construction et de l'habitation, l'article L631-10. Donc, en fait, qui impose la présentation d'un DPE valide pour obtenir les autorisations de changement d'usage, alors qu'elles soient définitives ou temporaires, en vue de la location en meublé de tourisme. Merci beaucoup, Aurélie. De rien. On vous retrouvera dans un instant. C'est Franck, maintenant, qui répond à vos questions. Franck, on a un notaire d'abord de Loire-Atlantique qui nous interroge sur l'application des forfaits de 15% majoration forfaitaire pour les travaux ou de 7,5% majoration forfaitaire s'agissant des frais d'acquisition. Est-ce que cette réforme de la plus-value a une incidence sur leur application ? La réponse est non, il n'y aura pas d'incidence. Ça, on peut le constater sur le nouveau formulaire de déclaration de plus-value que l'on a évoqué tout à l'heure, qui, on voit à l'écran, n'a pas changé la chronologie pour le calcul. On restera sur la même assiette, à savoir le prix d'acquisition tel qu'il aura été stipulé dans l'acte, donc sans déduction des amortissements. On reste en Loire-Atlantique avec une interrogation sur la demande d'un client. Celui-ci est concerné par la réforme et lui indique qu'il a réalisé des travaux qu'il a totalement amortis et à ce titre pris en compte dans la détermination de son impôt sur le revenu. Est-ce qu'il peut les prendre en compte pour faire baisser la plus-value ? Le principe, c'est qu'on peut jouer sur le prix d'acquisition pour le majorer de travaux, des dépenses de travaux éligibles si ces dépenses n'ont pas déjà été prises en compte pour la détermination de son impôt. Or, apparemment, ici, l'amortissement a été pris en compte. Donc, on ne pourra pas les utiliser, ces dépenses-là, pour majorer le prix d'acquisition. En Vendée, un notaire s'interroge sur les conséquences du passage d'un statut à un autre. Un de ses clients était loueur en meublé professionnel avant de passer au régime non professionnel. Comment on traite ce cas ? Il faut se placer au jour de la cession. Si au jour de la cession, il est sous le statut non professionnel, c'est le régime de plus-value immobilière des particuliers qu'on appliquera. Et il faudra tenir compte des amortissements réalisés pendant cette période de location meublée en intégralité. Merci beaucoup, Franck. Question pratique maintenant. Question pratique au pluriel, Aurélie, il y en a plusieurs. Un immeuble composé de plusieurs appartements est en vente. Est-ce qu'on doit fournir à l'acquéreur un DPE, un audit énergétique de l'immeuble, ou bien un DPE est un audit énergétique pour chacun des logements constituant l'immeuble ? Alors, dès lors que le bâtiment est vendu dans son intégralité, le DPE et l'audit devront porter sur l'ensemble du bâtiment. Alors, ça s'explique par une obligation précontractuelle de l'acquéreur, du vendeur, vis-à-vis de l'acquéreur, qui doit communiquer une information qui doit être complète et portée sur l'ensemble du bien vendu. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour le DPE et l'audit énergétique ? Alors, pour le DPE, depuis le 1er janvier 2024, la règle, c'est l'obligation d'établir un DPE collectif. Alors, le DPE, par exemple, d'un immeuble d'habitation collective détenu en monopropriété, c'est-à-dire par un seul et même propriétaire, doit porter sur l'ensemble de l'immeuble s'il a vocation à demeurer en monopropriété après la vente. Alors, pour l'audit énergétique, c'est de la même chose. Alors, l'audit énergétique, c'est un diagnostic qui est plus approfondi, mais qui n'est pas systématique. C'est quand l'immeuble est quoi ? Classé comment ? Alors, c'est quand, en fait, le DPE de l'immeuble est classé supérieur à D, donc E, F ou G. C'est là qu'il devient obligatoire. Donc là, c'est le classement de l'immeuble qui compte. C'est ça. Ouais. C'est pas chaque logement, c'est vraiment l'ensemble de l'immeuble qui est concerné. Alors, une dernière question maintenant, Aurélie. Que fait-on si le vendeur dispose déjà de DPE par appartement ? Alors, il doit les communiquer à l'acquéreur, car comme on a dit tout à l'heure, il doit fournir à l'acquéreur toute information dont il dispose sur le bien vendu. Voilà, on a donné beaucoup d'informations pendant cette émission, mais il y a des formations qui sont dispensées au COFORM, c'est ça, sur ces sujets ? Exactement. Donc justement, si vous voulez plus d'approfondissement sur le DPE, l'audit énergétique, allez sur le site de COFORM. Dans le catalogue, Monsieur Denis Rousseau propose une formation sur le DPE, l'audit énergétique et la vente immobilière. Donc il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup Aurélie, merci Mathilde. Merci Franck.
Merci Aurélie, merci de votre présence et merci également à Denis et Nicolas qui étaient là tout à l'heure dans la première partie. On se retrouve dans un mois pour le numéro 4 d'Etc. Et on parlera de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui, donc sujet famille au centre de ce prochain numéro. À bientôt, au revoir.